Notre contexte, celui que nous vivons, écrire et publier aujourd'hui en Afrique, c'est une gageure. Mais le défi est relevé un peu partout. Et nous devons, avec vous, nous demander quelle critique littéraire nous avons, par qui cette critique est-elle faite et pourquoi, en 2 mots. Je crois que c'est important. Et pour ma part, je voudrais prendre 3 questions. Me dire, cette critique est-elle un devoir pour l'écrivain ou le journaliste? Est-elle un besoin pour le public? Enfin, est-elle une exigence pour nous tous pour pouvoir maintenir l'Afrique dans le concert des nations? Et je vais remonter un peu le temps, me retrouver au début du XXe siècle, lorsque les premiers Noirs ont commencé à écrire. Ils ont été obligés de publier hors de notre continent et de la diaspora des îles. Ils étaient obligés d'éditer dans des maisons européennes comme la Maison La Rose, Albin Michel, etc. Et il a fallu en 1921 la bombe de Batoila. N'ayez pas peur, il n'y en a pas dans la salle. Cette bombe, le prix Goncourt, bombe à laquelle Mbougar a répondu un siècle plus tard en reprenant le concours. Il faut encore s'en féliciter pour dire que la critique littéraire, je crois qu'elle a pris naissance à ce moment. Parce que Batoila a suscité un tollé de réaction contre l'événement Batoila. Et pour nous, qui considérons, nous enseignants et enseignantes, qui considérons Batoila, ce roman de René Maran, comme la pierre angulaire de la littérature négro-africaine, il me semblait que c'était par l'événement Batoila que nous devions poser un peu cette problématique de notre rencontre de ce matin. La critique littéraire, je reprends, la pluralité des perspectives et la place dans la chaîne du livre. Je pense que nous sommes là, assez représentatifs de ce qu'on peut appeler la chaîne du livre. Je ne reviens pas sur ça. Mais je voudrais, à partir de l'événement Batoila, me demander avec vous qui fait de la critique littéraire, pourquoi et comment. Mais tout de suite, entendons-nous bien, qu'est-ce que la critique? Quand je vous dis on me critique, est-ce que vous me critiquez pour ma tenue? Je vais faire un peu de publicité pour ma couturière. Elle s'appelle Ndeiba et elle est à Mermoz. Quant au moussor, c'est ma fille qui me l'a mis ce matin, parce que ça, je ne sais pas le faire non plus. Voilà, pour dire que me critiquer, on aurait pu dire, Madame Diagne, mais vous avez mis trop de noir aux yeux. Et je dis chaque fois à ma fille, attention, pas trop de maquillage, je ne veux pas tellement avoir les yeux. Critiquer, c'est donc porter un jugement de valeur, un jugement souvent subjectif. Et ça peut être pour louer ou alors ça peut être pour dénigrer. Donc, vous voyez toujours l'ambivalence de ce mot. Mais la critique littéraire, qu'est-ce que c'est? Elle a une vieille histoire dans la littérature française. Le professeur Amadouli a exhibé tout à l'heure un livre du professeur Fayol intitulé « La critique » qui peut montrer aux enseignants, ils connaissent bien. Et j'ajoutais, lorsqu'il a sorti ce livre, nous pourrions poser à côté de ce livre l'ouvrage de Locha Mateso sur la critique littéraire africaine. C'est ce qui nous intéresse. La critique en général, la critique littéraire africaine, qu'est-ce que c'est? Alors, la critique littéraire, c'est un texte, et je souligne bien, c'est un texte, ça peut être oralisé, mais c'est d'abord un texte qui vise à transmettre un jugement critique sur un livre. Le critique construit son point de vue à partir de sa lecture de l'œuvre. Attention,
si un critique se permet d'émettre ce texte sans avoir lu le texte, je lui ai dit c'est le plus gros péché. C'est le péché qu'on ne pardonne pas. Ne parlez pas de ce que vous n'avez pas lu. Exemple, lorsque Deux purs hommes de Bougarsar est paru, tollé, remue au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? De quoi parle ce livre? On ne sait même pas, et tout de suite, dans les réseaux sociaux, des réactions. Je me suis abstenue jusqu'à ce que je lise Deux purs hommes, parce qu'on n'a pas le droit de critiquer ce qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est un premier point. Critiquer, c'est aussi donner son point de vue sur un texte. Il est personnel, c'est vrai, mais il doit être fondé sur des faits objectifs. Il doit parfois tenter de montrer l'originalité de ce texte. Haro sur le plagiat, par exemple. On connaît l'histoire de Yambo Wologem. Ce n'est pas encore réglé jusqu'à aujourd'hui. Et en préparant ce texte, je lisais que sa fille, la fille de Yambo Wologem, a dit que c'est l'éditeur qui a enlevé les guillemets qu'il y avait autour des citations qu'il avait mis dans le texte, parce qu'on l'a accusé de plagiat. Et en fait, voilà des drames qu'on peut rencontrer dans cette critique littéraire. La critique entremêle, dit-on, 3 types d'éléments. Le narratif, il y a un livre, de quoi parle-t-il? Du début à la fin, on en rend compte, mais il ne faut pas tout dire pour inciter le lecteur à lire. Des faits informatifs, qu'est-ce qui nous a appris de nouveau? Quelle en est l'originalité, l'apport? Et enfin, des faits argumentatifs. Et cette critique est donc une étude sérieuse, une discussion, une évaluation, voire une interprétation du livre que vous avez à présenter. Elle prend donc la forme d'un discours théorique, s'appuyant, nous dit Wikipédia, sur la théorie de la littérature. Professeur Mamadouba, vous êtes là, vous allez nous dire ce que c'est, entre guillemets, cette théorie de la littérature qui peut varier d'une époque à l'autre. C'est dire que le critique doit être formé et informé. Il doit avoir une formation pour pouvoir aborder ce métier. N'est pas critique littéraire qui veut. Je crois que ça, il faut qu'on se le dise. C'est un discours circonstanciel de présentation, de compte-rendu, et nous voilà face à notre public, à notre lectorat. Car le critique littéraire, il se met entre l'ouvrage et le grand public qui doit le découvrir. Et revenons encore à Batoila, parce qu'elle a une sorte de responsabilité morale. Un nouveau livre pareil, qu'est-ce qu'il apporte à la résolution de nos problèmes? Qu'est-ce qu'il a comme contribution à notre vécu, à l'amélioration de notre société? Et c'est pour ça que je dis qu'on fait de la critique littéraire par devoir. A-t-on le droit de se taire quand il y a des choses dans un ouvrage qui ne vont pas? Il y a quelques années, je crois que c'était lors du 90e anniversaire du président Senghor, j'avais interrogé un de nos grands écrivains. Je lui avais demandé ce qu'il pensait de tel ouvrage. Et il m'avait répondu qu'il n'osait pas, lui, publier dans la presse ce qu'il en pensait, parce que l'auteur risquait de lui reprocher d'empêcher de nourrir sa famille. Si vous dites du mal de mon texte, vous allez me défendre en flèche et je ne vais plus vivre de ce travail. Parce que le livre, il sert aussi. C'est ce que les écrivains pensent, mais en fait, les éditeurs sont là. Ça ne rapporte pas beaucoup. Hein. À moins de faire comme Aminata Sofal et d'autres, il faut en publier beaucoup et pendant des années, n'est-ce pas, mon cher éditeur? Donc, réagir, c'est un devoir pour les intellectuels de tout notre continent. Parce que notre littérature, elle est un reflet de notre Afrique. Et que nous devons nous battre pour rattraper, je vais dire, les séquelles de la traite des nègres, de la colonisation, du néocolonialisme. Et c'est pour nos peuples que nous avons le devoir de faire cette critique littéraire. Mais alors, il nous faut tenir compte
de l'évolution de cette littérature. Parce que depuis Batouala, l'eau a coulé sous les ponts. L'écriture africaine, elle s'est renouvelée. Les peuples ont eu d'autres conditions de vie. Et donc, journalistes, écrivains, universitaires et enseignants, si vous voulez être habilités à faire de la critique, vous devrez vous pencher sur ces textes, continuer à les lire, à les comparer, à entrecroiser les théories littéraires, parce qu'il y a aussi des courants de la critique littéraire. Je ne reviens pas là-dessus, je n'insiste pas, il y en a d'autres qui vont sûrement en parler. Car l'œuvre littéraire apparaît dès lors comme un objet culturel qui a des liens très forts avec tous les secteurs de l'économie. Cette fois-ci, je dis bien de l'économie. On parle de maisons d'édition, il faut des budgets, il faut que leurs produits soient vendus, soient mis dans le circuit de distribution, qu'il y ait aussi des lieux de consécration. Pourquoi devons-nous toujours attendre que le Goncourt, Fatimata l'a dit tout à l'heure, ou le Nobel nous distingue? Est-ce que nous ne pourrions pas imaginer que ce soit d'Afrique que parte cette reconnaissance de nos grands écrivains? Voilà une question qu'on pourrait poser. Est-ce qu'il faut avoir été reconnu par l'Occident pour prétendre au prix Nobel? Quelqu'un un jour, je ne dis pas de quelle nationalité, m'a demandé d'écrire une recommandation pour lui parce qu'il voulait être candidat au Nobel. Je l'ai un peu regardé et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez écrit? Qui vous lit? Est-ce que nous, on vous enseigne dans nos classes? Sur quoi est-ce que je peux me fonder pour vous recommander pour le Nobel? Vous êtes là-bas en Europe, en tel pays et tel autre, mais qu'est-ce que nous, Africains, nous savons de vous et qu'est-ce que vous savez de nous pendant que nous sommes là? Vous êtes en Europe. Je lui ai dit ça comme ça, parce qu'il faut bien savoir quelles sont les conditions de vie du lectorat auquel vous vous adressez. Vous n'écrivez pas pour les Européens, vous écrivez d'abord en priorité pour vos peuples. Je crois que l'écrivain, on parle d'engagement, c'est un peu une des cibles. Donc c'est aussi un devoir pour l'écrivain, car son œuvre est une sorte de miroir, de reflet de sa société. Stendhal l'a dit, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Mais quels sont les aspects, les aspérités de notre société que l'écrivain met en relief dans son texte et que le critique littéraire va signaler à son lectorat? Autant de remarques qui montrent que c'est à bon escient qu'il faut se jeter dans la critique littéraire. Et je dis bien, n'est pas littéraire, critique littéraire qui le veut. Vous avez raison, mesdames et messieurs du Sénat, et de Nous aimons la lecture, de vous auto-former, de continuer à apprendre pour mieux expliquer le livre et tout ce qui est autour du livre. Nos jeunes, nos élèves, nos étudiants ont besoin de vos éclairages. Et c'est pour nous tous, enfin, une exigence. Nous avons le devoir de rendre l'Afrique présente partout, dans le concert du monde, dans la vie artistique à l'heure de la mondialité. Et je vais m'arrêter là pour dire que le texte publié resterait prisonnier dans les rayons des librairies ou dans les tiroirs des écrivains s'il était privé de son potentiel de lectorat que le critique littéraire va permettre d'élargir. Et donc, critique littéraire, nous avons besoin de vous pour que la porte de l'immortalité ne se ferme pas à nos livres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore pour cette brillante communication. Merci beaucoup. Et voilà, nous allons enchaîner avec Racine Senghor, professeur critique littéraire, PCA du Musée de Civilisation. Merci. J'encourage la presse culturelle à s'investir dans la critique littéraire,
dans la présentation des ouvrages, dans leur examen, dans leur, voilà, pour nous introduire à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est très complexe. Parce que si le critique, journaliste ou autre présente un livre et donne un avis, il le donne aussi à quelqu'un qui est un lecteur, qui donc peut lire, accéder au texte. Si peut-être il n'avait pas écouté le journaliste, il aurait lu le livre. Et il aurait eu une opinion là-dessus. Il aurait eu une idée de ce que c'est que ce livre. Autrement dit, le lecteur aussi est un critique littéraire. Il juge, il apprécie, il a un point de vue. Et nombreux sont ceux qui vous disent là, dans la rue, simplement, est-ce que vous avez lu tel livre? Ah, il faut y aller, c'est très beau. Ce ne sont pas des gens qui ont écrit dans les journaux. Ils ont simplement lu et ils vous suggèrent telle lecture. Et c'est comme ça que ça devrait se passer s'il y avait beaucoup de lecteurs. On se serait passé les livres comme on le faisait nous quand on était gamins. On n'avait pas de critique littéraire. Mais les uns et les autres nous poussaient à lire, par lui dire, etc., parce que tel a aimé et qu'il en a parlé. Nous avons eu quand même de bons critiques littéraires qui nous ont aidés à avancer. Tout à l'heure, André-Marie a évoqué l'affaire l'enfant noir de Kamaralai avec Senghor et Alexandre Bidi. Récemment, lorsque Mbougar a été sélectionné pour le Goncourt, les quelques jours qui ont précédé la proclamation du prix, beaucoup d'articles sont sortis. Hein? Et c'est très intéressant de parcourir un peu la critique là, ces derniers jours du Goncourt. Il y en a qui écrivaient, mais c'était pour massacrer l'œuvre de Mbougar. D'autres qui écrivaient pour l'encenser, etc. C'est aussi dire la responsabilité du critique littéraire. Il y en a qui sont honnêtes et d'autres qui le sont bien moins. Il nous faut une critique littéraire honnête. Des gens qui... Mais pour être honnête, celui qui est l'auteur de la critique littéraire, il doit s'entourer de toutes les garanties, on l'a dit tout à l'heure, qui se forment, qui s'auto-forment, qui sachent de quoi il parle. Parce que c'est quand même un domaine avec ses spécialités. On doit savoir ce que c'est que la littérature. C'est quoi le roman? C'est quoi la poésie? C'est quoi la nouvelle? C'est quoi le théâtre? Déjà les distinguer. Quelle est l'esthétique de ces genres? Comment ces genres ont évolué? Et avoir lu, moi j'avais noté comme premier élément, au début de la critique littéraire, il y a le livre. Au tout début. Mais le livre en soi n'est rien du tout si on ne le lit pas. Au début donc était aussi la lecture. Il faut lire. Un critique littéraire, c'est quelqu'un qui lit d'abord. C'est comme un écrivain d'ailleurs. Il faut qu'il soit quelqu'un qui lit. Le critique littéraire doit être quelqu'un qui a beaucoup lu. Beaucoup lu. Je taquinais les amis journalistes culturels la semaine dernière, quand on préparait ça dans mon bureau. Je disais, un journaliste culturel qui ne lit pas 25 livres par an, on doit lui retirer sa carte de journaliste. Oui. Un critique journaliste qui ne lit pas 25 livres par an, c'est 2 livres par mois en moyenne. C'est très peu. Mais s'il ne fait pas ça, on doit lui retirer sa carte. Il doit honnêtement se mettre sur la touche. Dire, je ne suis pas capable de. C'est un minimum de lire. Et de beaucoup lire. De lire les classiques et de lire aussi les jeunes du nouveau. Lire les classiques. Les classiques, il y en a des centaines. Vous pouvez les lire tous. Mais il faut en avoir une idée. Il faut avoir lu certains classiques. Tout à l'heure, André-Marie a évoqué 2 exemples. Un exemple, c'est celui de Yambo Wologem, Le devoir de violence. On ne peut pas lire et comprendre le Goncourt de Mbougar si on ne connaît pas Yambo Wologem. On n'a même pas le droit, je devrais dire, d'en parler.
un critique littéraire qui écrit sur Mbougar, prix Nobel, prix Goncourt, pardon, prix Amine, oui, ne devrait pas, qui n'a pas lu Le devoir de violence, qui est le socle de ce roman de Mbougar, qui est la base, il ne peut pas, il ne doit pas en parler. Il passerait sérieusement à côté de la chose. De la même manière, si on ne s'intéresse pas, je reste sur Mbougar, parce que c'est un sujet intéressant. Si on lit Mbougar, ou même Khalil Diallo, ou d'autres, ce qui fait que le journaliste culturel, le critique littéraire doit beaucoup lire, c'est que dans leurs écrits, il y a un intertexte extraordinairement puissant. Il y a un intertexte dans leurs œuvres là, mais qu'il faut maîtriser, dont il faut avoir connaissance. Parce que quand ils écrivent, ils ressortent inconsciemment ou consciemment énormément de choses qui sont dans leur propre lecture, ce qu'ils ont lu, eux, ce qu'ils ont appris et qui transpirent de leurs œuvres. Il faut donc que le journaliste culturel ou n'importe quel critique littéraire ait une connaissance assez large de la littérature, qu'ils aient beaucoup lu et qui n'est pas seulement lu, mais qu'ils aient regardé avec attention ce qu'ils ont lu. Ça me semble important. C'est pourquoi j'ai dit au début, il y a le livre, il y a la lecture. Tu es directeur du livre et aussi le directeur de la lecture. Et on incite les gens à lire. On ne lit pas forcément en allant acheter des livres. Il y a des bibliothèques de temps en temps où on peut aller chercher des livres. Mais il faut aller lire. Il faut y aller. Tout à l'heure, j'ai bien aimé l'introduction. On parlait du livre. On est un peu fétichiste. On pense au livre papier qui va rester longtemps pour nous autres qui aimons avoir des bibliothèques, etc. Mais nous comprenons bien que les lectures se font aussi à travers le téléphone portable, à travers la liseuse, à travers la tablette, à travers d'autres outils très modernes. Parce que la lecture n'a pas toujours été sur des livres. On connaissait l'histoire. On n'a pas besoin d'y revenir. Mais il nous faut absolument lire. L'envie de lire existe. J'en sais quelque chose. Si nous n'avons pas une bonne critique littéraire, des gens qui vont et viennent, nous allons mettre entre les mains aussi des lecteurs de mauvais livres sans le savoir. C'est vrai que les éditeurs font un travail important. Ils font un travail extrêmement important. Mais malheureusement, comme ça se passe partout, dans les mailles de leur maison d'édition, quelquefois cassés par de gros poissons, passent des textes qui ne sont pas de qualité. Ah oui. Et il faut le reconnaître. Il faut pouvoir les dépister. À défaut de les pilonner, mais qu'on dise aux gens, faites attention. On dit, faites attention. Parce que de la même manière que le critique littéraire doit être quelqu'un qui a beaucoup lu, de la même manière, celui qui tente d'écrire doit essayer être quelqu'un qui a beaucoup lu. Ah oui, c'est valable dans les deux sens. L'écrivain doit aussi être un grand lecteur. Sinon, il va aussi rester dans la platitude. Le critique littéraire, comme l'écrivain, s'ils sont de grands lecteurs, ils peuvent nous permettre de dépasser la littérature et d'aller plus loin, d'apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'ils nous plongent toujours dans l'inconnu. Ils vont vers cette dimension-là. Il y a dans le discours que j'ai bien aimé du président de l'association, cette présentation globale, la critique littéraire qui me semble importante et vraie. La critique littéraire
dans les journaux, dans la presse, à la radio et à la télé, c'est aussi le début d'un débat sur le livre et sur la lecture. Et cet échange-là est indispensable, que l'on puisse discuter des livres, qu'on puisse discuter de ce qui est produit. On en avait beaucoup avant. Sada Khan, heureusement, nous aide, et Pape Alioune et d'autres, voilà. Et voilà. Nous, on a essayé de faire la critique. Moi, j'en ai fait à la radio et à la télé. J'en ai fait au Soleil, des chroniques, et j'en ai fait à la revue du CIEP. Je donne des chroniques. Mais c'est important parce que c'est des débats qui sont suscités. Je me rappelle quand on faisait Espace Livre, le livre de la semaine d'abord avec Abou Alassane Niang, Espace Livre avec Raphaël Ndiaye, La lettre et l'esprit avec Sass Abdoulaye Sada, etc. Il nous revenait beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Et je me rappelle que beaucoup d'enseignants qui étaient dans les régions, c'était nos meilleurs auditeurs, n'est-ce pas? Ils lisaient beaucoup parce qu'on leur donnait chaque semaine un livre. On leur parlait d'un livre chaque semaine, quelquefois de 2 livres. On avait des histoires intéressantes parce qu'il nous arrivait d'inviter l'auteur et d'échanger avec lui comme fait Sada, n'est-ce pas? Nous, on le faisait à la radio. Et on invitait des auteurs et ça nous permettait d'aller très très loin. Je me rappelle encore les échanges qu'on a avec Semben Ousmane, paix à son âme, et avec Outamsi, Chikaya, qui est très jeune, qui est mort quelques 2-3 mois après son passage à cette émission-là. Oui. Et qui ont suscité la réaction de beaucoup de Sénégalais. Autrement dit, bon, c'est pour dire l'importance un peu de présenter ces livres-là. Donc il y a des débats que cela peut susciter, et ces débats entretiennent un peu non seulement l'esprit, l'intelligence, mais ça nous permet de voir dans quel sens on va. On reproche beaucoup à notre littérature, même si on a beaucoup de grands prix ces derniers temps. Il y en a de très bons. Moi, je suis très content de ce que les gens écrivent au Sénégal. Il faut le dire, même s'il y a des moins bons. Mais on nous dit que là, par exemple, on est on est en train de lire. Moi, je suis membre du jury du comité du prix des 5 continents de la francophonie. On a 229 livres à lire. Nous sommes presque au bout du rouleau. Dans cette liste de 229, il y a 5 Sénégalais. Oui, 5. Il y en a 5 Sénégalais. Moi, j'aurais aimé qu'il y en ait 50, n'est-ce pas? Mais on a très peu de Sénégalais dans la présélection, les 10 qui vont finalistes. On a eu 3 ou 4 fois des finalistes. 3 ou 4 fois, depuis bientôt 30 ans. C'est dire que nous devons développer notre littérature, aider à ce que les gens puissent faire mieux. La critique doit y aider. C'est elle qui peut aider les écrivains à le faire. Et les écrivains aussi faire l'effort de voir ce qui se passe ailleurs. Le Congo, le Cameroun, comment ça s'appelle, Djibouti même, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maghreb, tout le Maghreb, Algérie, Tunisie, machin. Il y a des maisons d'édition maghrébine là qui est presque née au Sénégal, et qui fait des choses magnifiques, qui chaque année a un finaliste, au moins. La critique littéraire devrait nous aider ici au Sénégal à avoir ça. C'est pourquoi moi je suis pour qu'on continue à assister les journalistes culturels, à leur donner les moyens pour qu'ils puissent vraiment constituer une équipe dynamique et que les rédactions, les télés et les radios leur accordent les meilleures places. Oui, qu'on leur accorde les meilleures places dans les pages du journal et qu'on leur accorde les meilleurs temps horaires, créneaux horaires à la radio et à la télé. Parce qu'on les met quelquefois à des heures où
ce qu'ils disent, personne ne l'entend. Parce que les gens sont endormis, sont partis. Ouais, les autres sont en train de regarder autre chose. Et quand il y a un événement important, on supprime l'émission culturelle. On met important, c'est-à-dire des choses pas importantes du tout. Voilà, merci. On va donner la parole à... on va suivre l'ordre sur la liste. Abdoulaye Diallo, éditeur, et qui a donné le nom d'une des grandes salles à cet excellent monsieur qui mérite plus que ça, qui mérite plus une plus grande reconnaissance. Je veux parler de feu Amadou Ali Dia. J'espère qu'un jour, il y aura une rue, une place, un lycée, une université à son nom, pour tout ce qu'il a apporté dans la vie intellectuelle de ce pays. Abdoulaye Diallo, éditeur, directeur de La Matan, vous avez la parole. Merci Abdourahmane. Je voudrais m'associer à mes prédécesseurs pour saluer cette auguste assemblée et bien évidemment dire tout mon plaisir de me retrouver avec vous. Quand j'ai reçu cette invitation, j'ai vraiment retourné dans tous les sens la thématique, qui était une thématique bateau, on va dire. Et l'éditeur que je suis s'est dit qu'il faut aborder la question sous l'angle des obstacles qui peuvent être liés à l'émergence d'une critique littéraire dans notre pays. Et en y réfléchissant, en fait, je commence par chercher du côté de la presse. Le professeur Abdoulaye Racine Senghor en a tout à l'heure parlé. L'un des premiers obstacles, quand même, se trouve au niveau du non-respect, quelque part, du cahier des charges des groupes de presse dans notre pays. La critique littéraire est un texte initialement écrit, mais depuis l'avènement de la radio et de la télévision, on est passé aussi de la presse écrite à ces médias radio-télévisés. Et je pense que le professeur Racine disait tout à l'heure que c'est dommage que la presse, les groupes de presse de manière générale, laissent très peu de place aux livres et à la lecture. Et l'une des raisons pour lesquelles on aurait gagné à développer la critique littéraire au niveau de ces rédactions, c'est que ça participe à un des points des cahiers des charges que signent tous les entrepreneurs de la presse qui demandent l'autorisation d'émettre pour ce qui est des radios et des télés, mais aussi et surtout au niveau de la presse écrite. Ça, c'est quand même un des points. Et on constate, tout à l'heure, Abdourahmane le disait, en tout cas, très peu de présence de textes, de comptes rendus de lecture, de critiques littéraires au niveau de la presse écrite. Il a évoqué tout à l'heure le professeur Amadé Ali Dia, qui a fait ce travail en valsant un moment entre Walfadjri et Sud Quotidien, qui, au moins une fois par semaine, réussissait à sortir. Et ça, voilà un monsieur qui, depuis que nous, on s'est installé ici à Dakar, que j'ai ouvert la librairie du Point E, tous les jours, tous les 6 jours de la semaine, du lundi au samedi, le professeur Amadé Ali Dia est passé à la librairie pour s'enquérir des nouveautés que nous venions soit de sortir ou que nous avions importées depuis la France. Ce n'est pas pour rien que quand on s'est installé à la VEDEN, on a fait le choix de lui donner le nom de cette salle. Et ma conviction, et c'est vraiment mon combat auquel je convie tous ceux qui ont aimé le travail que ce monsieur fait, nous sommes en train de nous battre pour l'édition d'une bibliothèque nationale du Sénégal. Je me battrai jusqu'à la dernière énergie pour que le nom de cette bibliothèque soit décerné au professeur Amadé Ali Dia. C'est vraiment un appel que je lance aux autorités parce qu'il le mérite. Il le mérite et le livre, il a
le professeur Abadé Alidien a toujours été avec le livre. Il avait de ces anecdotes qu'il nous racontait, c'est-à-dire lors de leur passage, c'est-à-dire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, comment est-ce qu'il lui est arrivé d'aller emprunter ou parfois même de chipper des livres de la bibliothèque pour les prêter au grand Cheikh Anta Diop qui n'y avait pas du tout accès. Et c'est quelqu'un aussi qu'il faut le rappeler, a accueilli et a reçu le président Abdou Diouf à l'Infom. Je pense que c'est un grand monsieur qui n'a vraiment pas du tout encore eu toute la reconnaissance qui doit être la sienne dans notre pays. Pourquoi? Parce que à côté de on peut chercher ces auteurs dans la presse écrite. Il y en a certains qui sont dans la salle. Je pense par exemple à Bakar Demba Sissoko de APS. Il y a eu Fatki Desen un moment à Walf qui a fait ce travail. Je pense au jeune Mahmoud Oumar Kamara que nous avons eu comme stagiaire à l'Harmattan quand il est sorti de l'école. Il continue à faire, en tout cas un moment, il continue à faire ce travail. Vieux Savané a fait ce travail au niveau de la presse écrite. Khalifa Touré quelque part, et bien évidemment, je n'oublie pas du tout Bigué Bob. Je la charriais tout à l'heure en disant qu'elle est devenue une patronne qu'elle m'a oubliée, mais elle a un moment participé à faire ce travail avec Mor Amar au niveau de l'enquête. De la même manière, nous constatons également la raréfaction, ou en tout cas la rareté, de la place de ce livre et de la lecture au niveau des médias radio-télévisés. Hier, j'ai enregistré une émission avec le grand Sadakan. Je lui disais, mais ces 40 dernières années, c'est sa tête qu'on voit sur toutes les télévisions. Il est passé de la RTS à la 2STV. Mais si on enlève Sadakan et qu'on n'ait plus l'émission que faisait le professeur Racine Senghor et Raphaël Ndiaye au niveau de la radio-télévision sénégalaise, c'est peut-être le doyen Baba Diop au niveau de Sud FM qui est en train de continuer à faire ce travail, bien évidemment. Je n'oublie pas du tout Pape Alioune Sarr et bien évidemment Ibou Diouf qui fait aussi ce travail au niveau de l'un sur ITV et l'autre sur iRadio. Et il y a le talk show de Alioune Ndiaye qui est passé de la 2STV à la RTS, qui à chacune de ses émissions reçoit un auteur pour essayer de parler du livre. Et je pense quand même que la presse a cette lourde responsabilité, comme tous ceux qui m'ont précédé ont eu à le dire, de donner la place qui doit être la sienne au livre. Maintenant, l'autre point également, c'est ce que le professeur André Marie-Diagne a appelé. Moi, je l'avais noté autrement, mais quand elle a pris la parole, j'ai reformulé ce que j'ai dit. Elle a dit que les journalistes doivent être formés et doivent être informés. Toute la problématique. Encore pour pouvoir parler de livres, cher Abdourahmane, faut-il être au courant de l'apparition de ces ouvrages, prendre la peine de les lire. Moi, je suis éditeur et libraire. J'ai un service presse de toutes les nouveautés qui sortent. Mais les journalistes qui passent prendre ces services presse, je les compte au bout des doigts. Et quand il arrive que nous organisions des cérémonies de lancement, je le dis peut-être à mes dépens, hein, je ne me ferai pas que des amis, mais parfois le compte rendu, même de la présentation qui est faite de ce livre, on a parfois de se demander, mais de quelle activité parle le compte rendu qui est fait. Ça peut être aussi bien au niveau de la presse écrite qu'au niveau de la radio. Je pense quand même que cette problématique de l'auto-formation que vous avez évoquée est quelque chose. Aboubacar Demba Sissoko, toutes les semaines, il passe. Par exemple, je ne voulais pas du tout personnaliser, mais je sais qu'il y en a. Ce service presse, il est là. Il y a Vieux Savané. Et puis moi, j'ai préposé spécialement quelqu'un du service de promotion pour qu'il aille même faire les livraisons à domicile de toutes les nouveautés. Maintenant, charge à ces journalistes de les lire. Si les livres, c'est-à-dire à attirer leur attention, ils peuvent en parler. Et je pense quand même que la presse culturelle doit prendre le temps et la peine de continuer cette auto-formation.
Et à un moment, j'ai eu des lubies un peu folles en disant qu'il était même peut-être utile, on était arrivé à un moment où, compte tenu du niveau des élèves qui arrivent à l'université, pourquoi ne pas conditionner l'accès au CESTI à partir du niveau de la licence peut-être, de faire une licence en littérature ou ailleurs, dans les autres disciplines, avant de prétendre faire le concours, qu'on n'accède plus au CESTI à partir du bac. Moi, les gens me connaissent comme éditeur, mais je suis professeur à l'université au département d'histoire. C'est-à-dire les étudiants que nous recevons en première année, ce sont des étudiants qui, normalement, c'est-à-dire on se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Et ça se retrouve aussi bien au niveau de toutes les disciplines. Peut-être que les journalistes sont plus exposés parce qu'ils sont appelés à prendre la parole tous les jours. Mais je pense quand même qu'il y a ce défi de l'auto-formation à faire. J'avais noté aussi un deuxième point qui a été évoqué tout à l'heure aussi par le professeur André Maridiam, c'est notre contexte socio-culturel avec notre fameux masla national. Parler de critique littéraire, ce n'est pas forcément dire qu'un livre est mauvais. Non, loin de là. On peut dire un livre a toutes les qualités, faire présenter et demander, recommander la lecture de ce texte. Mais si également le livre n'est pas bon, je veux dire, les gens n'osent pas. Le professeur Ahmed Aligien nous a raconté, en fait, il n'a même pas raconté, c'est quelque chose qui s'est passé publiquement. Il a fait le compte-rendu d'un livre, d'une de nos grandes sommités, mais je ne parle même pas du Brésilien, je parle d'un Sénégalais. C'est-à-dire, il a fait un compte-rendu du livre et dans son compte-rendu, il a montré les limites de ce texte. Cet universitaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a contre moi? Pourquoi? Si, c'est ça. Et ça a créé un tollé et les deux ne se sont pas parlé jusqu'à leur mort. Imaginez. Ils ne se sont pas parlé. Pourquoi? Parce que l'autre était convaincu qu'il l'a dit pour le torpiller, pour le mettre en mal. Et à mon sens, il a simplement fait un compte-rendu. Il a dit beaucoup de bien du livre, mais il a montré, bien évidemment, les limites de ce texte. Et à mon sens, cette masse-là pousse aussi à l'autocensure. Et j'en ai discuté avec certains. Ils me disent, mais écoute, nous, quand un livre n'est pas bon, on préfère ne pas en parler. C'est notre manière de le critiquer. C'est notre manière d'en faire la critique. Mais sauf que, je veux dire, le faire aussi aidera les auteurs et les éditeurs à améliorer leur travail. C'est le troisième point que j'évoque dans ce que j'appelle les obstacles à l'émergence d'une critique littéraire. C'est la qualité d'abord des auteurs, la qualité des livres qui sont produits. Et cette qualité, elle pose problème d'abord parfois au niveau des auteurs. Nous, en fait, certains textes que nous recevons, je n'ai pas peur de le dire, mais ce sont des brouillons que nous recevons au niveau des maisons d'édition. Nous, à l'Harmattan Sénégal, par exemple, on nous reproche de donner la parole à plusieurs jeunes auteurs. Mais tenez-vous bien, pour un livre que nous avons publié, nous en avons rejeté 3. Et les 3 que nous avons rejetés se retrouvent édités soit par auto-édition ou par d'autres maisons d'édition de la place. Il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau. Et les jeunes auteurs tout à l'heure, le professeur Racine en a parlé tout à l'heure en citant le cas de Mbougar et d'un jeune Khalil, il y a Fatimata qui est là, il y a d'autres qui sont dans la salle, je vois grand Omar Seck Ndiaye. Mais c'est que nos jeunes auteurs également, ils lisent très peu. Et on ne peut pas écrire des livres quand on ne lit pas. L'écriture n'est rien d'autre que le trop-plein de nos lectures. Il faut qu'on lise. Et c'est en lisant que cette passion de la littérature nous vient et qu'on ait envie, nous aussi, de partager quelque chose. Moi, je suis très fier quand je vois tout à l'heure le professeur Annie Colli demander. Moi, j'ai été son élève en classe de 6e au collège. C'est elle qui est la première à avoir mis un livre entre mes mains. Quand on est venu en classe de 6e, elle nous a dit, vous avez 10 de jours pour aller vous inscrire au Centre culturel français.
Passer ces 10 jours, celui qui ne vient pas présenter sa carte de bibliothèque n'entre pas en classe. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Et c'est comme ça que nous avons pris l'habitude de lire les mercredis, d'aller au centre culturel. C'est pour la première fois où j'ai vu Pape Faïsset là-bas. Il nous a fait jouer, parce qu'il intervenait à l'Institut français. À l'époque, c'était le centre culturel français. Farilanes. C'est avec lui, en premier, tous les mercredis, tous les samedis. Et en ce sens, quand même, la lecture, pour pouvoir écrire de bons textes, il faut avoir lu. Et la qualité également de ces livres dépend aussi des éditeurs. Pourquoi? Parce qu'un éditeur, son travail, quand il reçoit un texte, il l'évalue, décide est-ce qu'il peut le porter sur la place publique ou pas. Parce que ce texte obéit à un certain nombre de critères, de fond et de forme. Est-ce que ce n'est pas de la redite? Est-ce que ce n'est pas de la platitude? Est-ce que la qualité, est-ce que le souffle littéraire de ce texte est là? Une fois que cette étape est dépassée, il y a le travail de révision, de correction qui est fait. Mais dans la plupart des textes de nos jeunes auteurs, on passe énormément de temps de réécriture. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose dedans. Et on pousse, on travaille, parfois on fait de la réécriture. Mais, de la même manière, quand vous rejetez un texte, simplement parce que le texte n'est pas du tout publiable, malheureusement, c'est ce même texte que vous allez retrouver publié par une autre maison d'édition ou bien en auto-édition. Et là également, c'est le lieu d'appeler quand même à cette formation dont on a tant parlé. Le directeur tout à l'heure parlait en disant que lo jangul mënuloo ko tari. Il n'y a pas assez de maisons d'édition au Sénégal. Mais encore faut-il que ces maisons d'édition soient le fait d'éditeurs qui sont formés, d'éditeurs qui ont appris le métier. On ne devient pas un éditeur parce qu'on est frustré de la manière dont Diallo a traité son texte. Non, parce qu'il y en a, je ne le dis pas, je ne personnalise pas, mais quand même, il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont été créées par des gens qui n'ont, c'est-à-dire qui ne savent rien. Simplement, ils croient que quand ils ont travaillé, ils ont fait un livre, ils savent comment faire un livre. Non, c'est un métier. De la même manière, parce que vous avez été malade, que vous avez été soigné par un médecin. Mais ce n'est pas pour autant que parce que vous savez, il vous a dit de prendre tel et tel médicament, que si demain vous êtes malade ou si vous avez un malade, que vous allez coucher ce malade pour lui ouvrir le ventre. L'édition est un métier tout aussi sérieux, voire même plus sérieux que la médecine. Pourquoi? Parce que ce que nous mettons à la disposition, c'est dans la tête des enfants que nous mettons cela. Et c'est pourquoi j'appelle, il y a de la place pour tout le monde, mais que les gens prennent la peine de se former, d'apprendre le métier. Ou bien s'ils ont cette passion et qu'ils ont les moyens d'investir, mais qu'ils fassent appel à des gens qui ont appris le métier. On n'appellera jamais assez l'autorité à nous aider. C'est pourquoi, monsieur le directeur, nous continuons toujours à pousser pour que la loi sur le livre soit, c'est-à-dire qu'on nous aide à avoir cette loi sur le livre. Pourquoi? Parce qu'on a des maisons d'édition qui pullulent, en tout cas, des gens qui se disent éditeurs. Moi, je ne peux pas, malheureusement, je sais que je ne me ferai pas que des amis en le disant, on ne peut pas les qualifier d'éditeurs. On a de ces choses qui sortent. Je ne dis pas du tout que ce que l'Harmattan Sénégal fait est mieux ou ailleurs. Cette critique que je pose, je la pose en premier à l'Harmattan Sénégal. Je sais qu'on est passé par là, mais au moins, on a pris la peine de nous former, de mettre des gens qui sont formés, et puis de créer des entreprises, une entreprise formelle, d'avoir à travailler avec les auteurs, de faire ce travail. Je commence à être un peu bavard peut-être, mais c'est extrêmement important ce que je dis, et pour qu'on puisse donner envie à des journalistes, à des enseignants, mais qui sont bien formés, pour qu'ils puissent, qu'on leur donne envie de lire nos livres, il faut que les écrivains écrivent de bons textes, qu'ils cessent de nous envoyer des brouillons,
Et il faut que nous, éditeurs également, prenions la peine d'apprendre notre métier pour pouvoir faire correctement notre travail. Chacun faisant bien son métier, les vaches seront bien gardées. Je vous remercie. Et je dois donner la parole à Anna Sow Poulo Ardo, formatrice au CRFPE. Alors, je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ce panel. Et Madame André-Marie et Monsieur Senghor m'ont devancé sur beaucoup de choses, mais je ne peux m'empêcher de jeter aussi mon grain de sel. Alors, je reviens un peu sur la définition de la critique littéraire comme un aidant à la compréhension d'une œuvre, une simple analyse qui apporte des éléments de réflexion et définit la particularité, la singularité et l'originalité d'une œuvre. Le critique est l'entremetteur entre l'écrivain et le public. La critique littéraire est interprétation, Madame André-Marie l'a dit tout à l'heure, elle est évaluation, elle est aussi jugement. L'idée d'une critique fait d'un texte une œuvre littéraire. Et la critique littéraire, c'est un discours qui porte sur la littérature et définit la frontière entre texte littéraire et texte d'étude. Nous avons un plan. Alors, nous parlerons, on va remonter sur les origines de la critique parce que c'est pour donner tout son sens, en fait, à ce noble contexte. Ensuite, il y a des doctrines. On passera par les plus significatives. Et comme toujours, il y a des résistances à ces doctrines parce que tout simplement, il y a des incapacités qu'on va noter. Parce que tout simplement aussi, les nouvelles méthodes vont être plus scientifiques, plus aptes à être objectifs. Et enfin, nous parlerons de la place de la critique dans la chaîne du livre, surtout pour sa promotion. Alors, la critique, pour ses origines, elle n'a pas été au début une réflexion écrite. C'était seulement une attitude de l'esprit. Madame Diagne l'a dit tout à l'heure, se maquiller, trouver que c'est trop, trouver que c'est pas assez. Alors, même au théâtre, autrefois, le fait de refuser, le fait d'applaudir ou bien le fait d'émettre un sifflet pouvait dire aux comédiens que le public était d'accord ou non. Donc, c'était une forme de critique. Alors, les poètes, autrefois aussi, pour critiquer la fortune, la gloire ou l'obscurité aussi, se chargeaient de le dire sans l'écrire. Alors, la critique littéraire est née en même temps que la littérature, avec ses origines magico-religieuses. La prière est poème, le rite mystique est théâtre. La réaction appréciative ou dépréciative devient non seulement possible, mais légitime, attendue par l'artiste comme la sanction de ses efforts, exercée par le public comme un droit. Les littératures orales dans la tradition africaine aussi ont eu affaire à une critique implicite, non écrite. On y reviendra. L'évolution de la critique littéraire se traduit en deux phases. La transformation progressive de réactions subjectives et spontanées en appréciation présentée universelle, raisonnable comme relevant d'une méthode. Et ensuite, la recherche permanente de nouvelles méthodes permettant de cerner de plus en plus le mystère de l'œuvre, d'en expliquer le sens et d'en déchiffrer les significations. Donc, toute l'histoire contemporaine de la critique peut se résumer dans cette quête d'une méthode rigoureuse et exacte pour relever la vérité de l'œuvre, une vérité intrinsèque ou une vérité extrinsèque. L'Antiquité grecque, je suis prof de lettres classiques, je passerai toujours par les Grecs, nous a légué le type du critique envieux, inintelligent. Boileau disait aussi, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Zoé, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, doit sa renommée à sa critique hargneuse et mesquine de l'œuvre d'Homère. Ensuite, nous avons les formes de critique. Elles sont orales, on l'a dit tout à l'heure, écrites, et tout à l'heure, on a parlé de la critique journalistique. Et c'est cette
dernière qui détient les plus grands pouvoirs sur l'opinion du grand public. Tant que la littérature a été conçue comme la traduction de valeurs universelles, la critique littéraire a conservé des méthodes classificatrices et judicatrices. Mais quand la pression des événements historiques, des mutations sociales, des bouleversements politiques eut transformé la littérature en une collection d'individualités, la critique littéraire, bien sûr, changea de méthode. Au lieu de comparer en bloc les œuvres et les idées, les critiques s'efforcent de percevoir ce que chaque œuvre a d'unique, c'est-à-dire l'empreinte de la conscience créatrice, la marque de l'homme vivant. Cette critique d'explication et de compréhension qui recherche dans toute œuvre le signe de son auteur définit ses méthodes opératoires. Une enquête biographique, géographique, historique, une investigation psychologique, une intuition, une approximation. Le point de vue a changé, mais la nécessité d'adopter une méthode demeure et même revêt un caractère d'une urgence accrue. La lecture interprétative d'un texte suppose une grille selon laquelle on décrypte le code que constitue le texte. Roland Barthes définit la nouvelle critique comme une approche du texte qui peut être rattachée plus ou moins, mais en tout cas d'une façon consciente, à l'une des grandes idéologies du moment, le marxisme, l'existentialisme, le structuralisme. Ainsi, dans l'accord de ces deux principes, acceptation, implicité de la légitimité et du sens discernable dans une œuvre, qu'on découvre les lois fondamentales d'une activité qui est en train de devenir un genre littéraire, avec une esthétique propre, ses techniques, ses écrivains, ses œuvres, ses anthologies et même ses critiques. Nous avons les critiques de la critique. La critique dogmatique prononce ses jugements selon le code qu'elle s'est constitué. L'œuvre est comparée aux canons esthétiques et moraux et religieux. Alors, on en vient au doctrinaire. Le critique la harpe se proposait de dresser un exact résumé des beautés et des défauts et apparaissait bien comme l'ultime représentant des doctrinaires classiques. L'apparition de nouvelles façons de penser, de sentir et d'écrire conduisit cette critique fondée sur les dogmes à l'incapacité, ce qui donna naissance aux doctrines modernes. Aujourd'hui, le dogmatisme prend des formes révolutionnaires qui attendent de la littérature qu'elle s'engage dans le bon combat et qui juge des œuvres en fonction de leur efficacité historique ou de leur utilité politique. Jean-Paul Sartre et Albert Camus, manuel 4 de la littérature française, la révolte contre l'engagement. Quand Mongo Betty, on en a parlé tout à l'heure, de son vrai nom Abidi, s'en prend à l'image que Camara Laye donnerait de l'Afrique et reproche au roman sa nocivité politique, on en a parlé tout à l'heure, Senghor répondit en prenant la défense du romancier guinéen. Ce débat entre Mongo Betty et Senghor illustre bien les deux thèses opposées où s'affrontent les différents concepts du rôle de l'écrivain nègre dans sa société. Alors, il y a des résistants aux doctrines parce que tout simplement, c'est des doctrines qui ne répondent pas à certains critères selon d'autres. Il y a la liberté du créateur. Gautier disait, à force de bon goût, on arrive à se priver d'une multitude de sujets, détails, d'images, d'expressions qui ont la saveur de la vie. Il sera appuyé par La Fontaine, par Corneille, par Saint-Armand. Autre aspect important, le succès de l'œuvre. Molière fut un des auteurs les plus critiqués. Lui, il juge une pièce au succès qu'elle rencontre du public ou du parterre. Le parterre, c'est le grand public. Pour lui, un critère d'appréciation n'est pas figé, mais peut dépendre des goûts d'une époque. Alors, pour Voltaire, le goût personnel est le fruit de l'éducation, de la lecture, de l'apprentissage. Pour Diderot, le génie ignore toute règle comparée au goût qui ne produit que des beautés de convention. Ce génie doit toucher, émouvoir, étonner. Après ces origines, ces doctrines et ces résistants, il y a
une critique qui se dégage, c'est la critique d'explication et de compréhension, qui met l'homme au premier plan. Sainte-Beuve systématisa cette notion que l'œuvre dépend de la nature humaine. Particulièrement, il disait tel arbre, tel fruit. C'est au contact d'Hugo, avec le succès romantique, qu'il apprit que l'œuvre ne se fabrique pas par l'application d'une rhétorique toute prête, mais s'engendre aussi. La lecture d'un texte de l'article de T. Malone sur l'aventure ambiguë permettra de mesurer les difficultés d'application de la critique psychanalytique, donc des imperfections. La critique existentialiste avec Sartre se montre l'héritier d'une visée critique, illustrée par Dubos et Georges Poulet. Alors, l'étude d'un extrait de l'importante préface donnée à l'anthologie de Léopold Sédar Senghor en 1948 dans Orphée mettra en évidence ce mot de sympathie par lequel l'homme blanc salue la naissance de la jeune littérature nègre et par lequel il s'efforce de saisir toutes les implications du phénomène. La critique thématique, avec Rousset, ils mettent en évidence deux phases essentielles: la mise en évidence des thèmes des structures intérieures et la conscience de l'écrivain sous-jacente ou subconsciente, mais toujours présente. Il y a eu des interrogations sur la nouvelle critique. Là, le texte est devenu le prétexte à un discours. Ce dernier est constitué d'une réflexion approfondie. Ses concepts et son vocabulaire sont empruntés au grand courant de la pensée philosophique et scientifique. Aujourd'hui, nombre d'ouvrages critiques magistraux qui ont exploré, reconstitué des œuvres littéraires dans toute leur complexité, leur beauté profonde, ont abordé à des réussites confondantes dignes de la plus haute admiration. Avec Sylvie de Gérard de Nerval, œuvre belle, modeste, simple, innocente, mais l'admirable commentaire de Georges Poulet sur ce récit en 1938 fait découvrir une œuvre d'une profondeur exceptionnelle. La solidarité du couple écrivain-critique n'est pas absolument aussi sans danger. Un beau risque, tenteront de dire, vu le nécessaire renouvellement de l'immense fécondité. Pour conclure, la critique littéraire se résume en trois attitudes possibles. La critique corrige quand elle est dogmatique. La critique ignore par inaptitude réelle, par respect, par admiration. Et enfin, la critique recouvre. Et c'est cette troisième attitude qui est le plus favorable, le plus intéressant, le plus heureux, celui auquel correspond dans son ensemble l'ambition de la nouvelle critique. J'espère que les 15 minutes ne sont pas encore écoulées. 15 minutes, c'est pour toute la table ronde. J'en viens à l'art en Afrique. Voilà. L'art en Afrique exprime sa spécificité et son évaluation reste liée à son évolution, avec un souci de bien faire, de se remettre en cause et de s'améliorer. C'est bien là le début d'une forme de critique. Cette dernière commencera avec l'état des lieux de l'art. La méthode biographique et historique de Sainte-Beuve crée la critique historique. Pour Taine, philosophe, la critique est basée sur l'érudition et sur trois facteurs: le climat, l'histoire et la race. L'autorégulation. Né en Grèce antique pour élire les gouvernants avec un tirage au sort, Aristote en fixe les règles dans sa poétique. Dans la littérature orale, l'auteur de la création est la communauté tout entière ou les générations qui ont participé à son élaboration. Il y a deux formes d'auto-évaluation. Dans la littérature orale africaine, la forme consciente, évaluation de sa production, et la forme inconsciente, l'œuvre retouchée et amendée, sera par conséquent différente de sa forme initiale. Quelques exemples avec le mythe de Mami Wata. Au Nigeria, Mami Wata, c'est une reine des femmes. Au Niger, c'est un serpent persan. Au Congo, c'est un crocodile persan.
Malgré toutes ces variantes, elle est la seule divinité vénérée dans une zone africaine étendue, de même avec l'épopée de Chaka. Presque tous les genres littéraires ont utilisé le personnage de Chaka. Seydou Badian sous l'orage, suivi de Chaka, il y a une fin tragique. Thomas Moflo, grandeur et chute du peuple zoulou. Senghor, dans son recueil éthiopique en 1945, a dédié un poème à Chaka pour glorifier le passé africain. Toutes ces variantes sont la résultante du travail critique effectué sur le texte oral original par les créateurs qui le transforment tout en gardant le noyau de l'histoire. Cette démarche critique fait que les productions orales africaines sont en mutation perpétuelle. Avec l'arrivée de l'écriture, les pratiques d'évaluation vont changer. Il y a eu les forats. Alors, la revue Présence africaine d'Alioune Diop, 2 ans plus tard, qui crée sa propre maison d'édition, le Congrès de Paris en 1956, la Société africaine de culture qui organisera le Congrès de Rome en 1959, le rappel du débat entre Bidi et Senghor, le premier festival mondial des arts nègres en 1966 répondait à la recommandation du Congrès de Rome. Plusieurs objectifs se sont dégagés de ces forats. Le colloque de Yaoundé, c'est un colloque qui avait pour titre « Le critique africain et son peuple comme producteur de civilisation ». Des objectifs assignés: créer une association de critiques africains, professionnalisation de la fonction de critique, élucider la notion de critique et indiquer les voies spécifiques d'une critique africaine, définir le rôle du critique africain, rejet des canaux occidentaux comme critère d'appréciation, parce que les Africains se sentaient lésés, les maisons d'édition occidentales les minimisaient. Et là, il y a 2 missions du critique: l'analyse historique des œuvres en interrogeant celles du passé et du présent, la production avec une perspective mondiale, la synthèse des contenus des œuvres et les valeurs maîtrisées par le public africain. Sur la base de ces 2 missions, il y eut 2 démarches critiques. Liliane Kestello, alors on lui a rendu hommage il y a quelques jours lors du colloque à l'UCAD sur littérature africaine et écologie, et Jeanne mettent en avant l'authenticité et la spécificité de l'œuvre critiquée. Pour Pape Samba Diop, seuls les écrivains africains sont aptes à dévoiler les mystères des œuvres africaines parce qu'ils partagent les mêmes cultures, les mêmes déformations de la personnalité fondamentale, les mêmes appréciations face à la langue, sans souligner le lourd fardeau de l'expression française. Les critiques comme Bernard Mouralis et Matezo Locha penchent pour une mondialisation de l'art africain. Ils parlent de l'intertextualité et cela l'extirpe de l'isolement engendré par la critique ethnocentrée. La première méthode a prévalu jusqu'en 1990. La démarche interculturaliste s'est imposée à partir de cette année-là. Aujourd'hui, on parle de littérature hybride, de littérature de déconstruction. Alors est née aussi une forme de critique qui allie esthétique négro-africaine et occidentale, une forme déconstructive en profitant de la dimension intertextuelle. Avec beaucoup de progrès, l'art évolue et ses restrictions appréciatives sont dépassées et l'Afrique dispose de son propre appareil de contrôle de ses productions. Une toute dernière partie sur la place dans la chaîne du livre. Bourdieu, une dernière. Il est prévu. Ah, excusez-moi, j'ai. Discussion d'échange. Ouais. Et tout le monde. Justement, Oui, excusez-moi, mais c'était une toute dernière partie pour vous montrer. Je vous en prie. J'ai mis l'accent plus sur la première partie avec l'origine. C'était pour montrer la place qu'occupe réellement la critique en faisant la promotion à travers des institutions littéraires comme des maisons d'édition, le journalisme culturel, les prix et les distinctions. C'était pour dire que tout simplement, c'est grâce à son travail
du critique que le lectorat éprouve un réel plaisir à s'approcher d'une œuvre littéraire. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Alassane Cissé, journaliste culturel. Et voilà. Je vois Big Up là. Voilà, merci. Ne vous en faites pas, moi je vais résumer. Je serai très bref. Et oui, pour un journaliste surtout. Et je vous emprunte le mot-clé effervescence, repris par le directeur du livre, Ibrahim Lo. Et ça, c'est à signaler, parce que depuis le séminaire sur la critique d'art au musée Théodore Monod, en passant par l'hommage à Liliane Kesselo, qui a produit une anthologie sur la littérature africaine, et dont l'hommage, dont l'intitulé, le thème du colloque, littérature et écologie, en passant par la 31e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, dont le thème était littérature et immigration, où il y avait des points de vue contraires, des débats croisés extrêmement riches, en passant par ce qui nous réunit aujourd'hui, ce symposium, cette rencontre sur la critique littéraire. Et lundi, ce sera la 10e édition des rencontres poétiques internationales initiées par Amadou Lamine Sall. Et ensuite, il y aura le premier salon du livre de jeunesse et pour enfants. Et on va se projeter de la 3e édition du salon national du livre qui sera à Fatick. Et cette effervescence montre qu'il y a une dynamique qui est boostée, qui est déclenchée et qui, accompagnée par l'association de la presse culturelle, par les journalistes culturels, que je félicite, parce que j'aime bien quand le ministre Alioune Sow dit « une jeunesse sans modèle est une jeunesse en errance ». Pourquoi je dis cela? Parce que nous, qui avons mis en place l'association de la presse culturelle en 1997, si ma mémoire est bonne, avec Mamoun Faye du Soleil, Demba Silé Dia de Walfadjri, qui est actuellement à Lyon, Macky Sall de l'agence de presse sénégalaise, qui est actuellement au Canada, et Alioune Diop de la RTS. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on avait constaté qu'au niveau de la presse écrite, quand il y a de la publicité, on supprime les pages culturelles. Et des quotidiens concurrents, avec des radios concurrents, se sont ligués pour qu'on respecte la régularité des pages culturelles dans les journaux. Mieux, quand il s'agit de supprimer, quand on avait supprimé l'émission culturelle de Alioune Diop à la RTS, imaginez Alassane du Sud Quotidien, Mamoun Faye du Soleil, Demba Silé Dia de Walfadjri, Biaye également de Walfadjri. On est parti à la RTS, et qui encore? Binta Diallo. On est parti à la RTS pour dire il faut que cette émission culturelle revienne. Et on a interpellé ensuite le ministre Abdoulaye Elimane Kane, le ministre de la Culture d'alors, qui nous a dit mais vous, ce que vous me faites faire, mais ce n'est pas possible, mais je vais essayer. Parce qu'on avait un puissant lobby qui faisait de telle sorte qu'il fallait imposer la culture dans les médias. Et pourquoi je dis modèle? Mais parce que nous avons comme modèle Abdallah Faye, paix à son âme du soleil, Baba Diop, qui m'a formaté, forgé, de Sud FM, Sud Quotidien, et également Sada Kane, qui nous a marqué, et ces personnes nous ont marqués par leur persévérance, leur régularité. Et ça, c'est important. Pour revenir à ce thème, j'ai bien aimé la pluralité des perspectives. Oui, la pluralité des perspectives. Parce que la critique n'est rien d'autre, et c'est simple, n'est rien d'autre
qu'un regard comporte sur une œuvre de l'esprit. Et les regards sont pluriels. Les opinions peuvent être divergentes. Mais ce regard, c'est à partir d'un background, d'une expérience avérée, pour pouvoir porter un regard critique sur une œuvre de l'esprit. Et ce qui est intéressant, ce regard qu'on porte sur cette œuvre de l'esprit, c'est comment sortir cette substance, cette originalité de l'œuvre livresque et la mettre en perspective. C'est ce qui est le thème. Et mise en perspective, c'est ça où la critique est intéressante, parce que la critique entretient le produit du livre, la critique l'installe prolonge sa longévité et la critique l'installe dans la postérité. C'est important. Et pourquoi c'est important en perspective? La perspective pousse à ce que d'autres acteurs culturels s'intéressent à cette œuvre de l'esprit. C'est ainsi que Cheikh Omar Sissoko, cinéaste malien, a adapté l'œuvre d'Aminatou Sow Fall, La grève des bateaux. C'est ainsi que Pape Faye, metteur en scène, a adapté la tragédie d'Amel Makodou de Alioune Badara Bèye. C'est ainsi que Serge Limani, metteur en scène congolais, a adapté l'œuvre de Ousmane Sembène, Les bouts de bois de Dieu, en pièce théâtrale. C'est ça la mise en perspective. C'est pourquoi j'ai bien aimé la thématique, la mise en perspective des ouvrages romanesques, poétiques, et qui les font vivre. L'autre élément, la place dans la chaîne du livre, mais effectivement, c'était un chaînon très faible, que les gens ne prenaient pas en compte. On a parlé de Amady Ali Dieng. Quand je recevais ces notes de lecture avec Babou Diop, avec une régularité impressionnante, Amady Ali Dieng a marqué la critique littéraire sénégalaise. Et pourtant, c'était un économiste. Cela veut dire, ce n'est pas forcément d'être écrivain ou bien d'être journaliste pour être un bon critique littéraire. Amady Ali Dieng, économiste, faisait d'excellentes critiques littéraires sur différents genres romanesques. Et également, on se rappelle Mohamedou Kane, avec les suppléments Dans le soleil. Et c'était extraordinaire, qui mettait en valeur les publications accompagnées de Mamadou Traoré Diop, de Sayer Ndiaye, entre autres. Ça, c'est important. L'autre critique littéraire qui a marqué des générations, Makeli Gassama, avec son œuvre Kouma. Et ça, c'est important. Et ça, si ce chaînon-là devient fort, mais la production littéraire qui est extrêmement abondante va vraiment booster les dynamiques sociales. Et le président Mané l'a dit. Et c'est important, parce qu'on a besoin de ça. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté économique, on doit parler de souveraineté éditoriale. Parce qu'un peuple doit produire ce qui ressentit, les orientations, les perspectives qui servent de boussole. C'est pourquoi Mandela avait dit « A reading nation is a winning nation ». Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Et c'est pourquoi la critique, elle est plurielle, diversifiée, parfois divergente, parce que tout simplement, je convoque Blaise Pascal, philosophe français du XVIIe siècle, qui disait « Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Elsan, pour cette belle intervention. Alors, on a eu un panel très riche.